Monsieur le Président, membres du comité, merci de me donner l'occasion de comparaître devant vous aujourd'hui. De loi C-219. Je veux remercier le député James Bezan pour avoir proposé ce projet de loi important, ainsi que le gouvernement pour son expression d'appui en général. Cette approche démontre l'esprit d'unanimité qui a marqué l'adoption initiale de la loi de Magnitsky en 2017. Indeed, the founder of our institution. En effet, le fondateur de notre centre, le professeur Irwin Cutler, avait tout d'abord proposé le projet de loi Magnitsky, le C-339, en tant que parlementaire en 2011. Et en 2013, il a cofondé et présidé le groupe interparlementaire sur la justice pour Sergueï Magnitsky. Et en 2015, il a proposé une motion de consensus qui a été adoptée pour cette loi sur Sergueï Magnitsky. En 2015, on a proposé donc ce projet de loi. En 2016, on a donné un appui inconditionnel à l'importance de ce projet de loi mené par Andrew Chook. Une fois de plus, on appuie le projet de loi C-219. Aujourd'hui, je vais m'attarder à l'essentiel même de ce projet de loi. Premièrement, changer le titre abrégé de la loi sur les mesures économiques spéciales en loi sur les sanctions mondiales Sergueï Magnitsky. Cela honore non seulement le sacrifice de Sergueï Magnitsky, mais reflète aussi la réalité de notre régime de sanctions. Les violations des droits de la personne et la corruption ne seraient pas des infractions sanctionnables en vertu de la CEMA, la loi sur les mesures économiques spéciales. Et en fait, il y a 1402 sanctions aux droits de la personne qui ont été mises en œuvre par le Canada depuis 2017. 962 relèvent de la loi sur les mesures spéciales économiques. Ainsi, 92 des sanctions de type Magnitsky sur les droits humains de notre pays ne sont pas mises en œuvre en vertu de la loi Magnitsky. Plus de 35 pays ont maintenant une loi Magnitsky. Donc, dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, ce simple changement de titre aidera à simplifier la collaboration avec nos alliés et la société civile à travers le monde. Cela reflètera la réalité de la mise en œuvre par le gouvernement du Canada des sanctions liées aux violations des droits de la personne. Deuxièmement, on parle de l'élargissement des interdictions de visa aux membres de la famille immédiate, et cela comble une lacune importante. Car souvent, les auteurs de violations des droits aiment souvent envoyer leur famille profiter des droits et libertés à l'étranger, alors qu'ils refusent à leurs citoyens et citoyennes chez eux ces droits. Donc, ce projet de loi mettrait fin à cette injustice, c'est-à-dire les membres de la famille qui ont des entreprises, qui ont des banques au Canada. Et cela protégerait également notre souveraineté face aux effets corrosifs de ce capital étranger corrompu au pays. Et cela accroîtrait notre sécurité, nos frontières et reflèterait vraiment ce que font nos alliés en matière de lois portant sur des sanctions. Plus tôt, on a entendu parler des dirigeants en matière de liberté, mais moi, je pense que les membres de la famille importants, c'est pas ce que font les alliés en Union européenne. On dit les personnes associées à la famille. Donc, ça va au-delà même des personnes à charge. Et c'est le même cas aux États-Unis. On va plus loin que les membres de la famille. Et donc, j'encourage le comité à aller au-delà de la simple définition de membres de la famille immédiat. Troisièmement, la disposition relative aux prisonniers d'opinion leur offrira une visibilité qui pourrait leur sauver la vie. Pour ceux qui souffrent dans l'obscurité des cachots d'un dictateur, cette législation mettra en lumière leur cas, ce qui pourrait contribuer à leur libération. La liberté retrouvée de Vladimir Kara-Murza, libéré des goulags de Poutine, en est un exemple. Les révélations publiques entourant la défense de son camp, en collaboration avec son épouse, et les efforts tels que notre ambassadeur qui a
donné une conférence de presse et l'octroi de la citoyenneté canadienne honoraire ont contribué à sa libération. Et c'est en quelque sorte le travail de ce comité qui a assuré sa libération aujourd'hui. À sa libération, Vladimir, comme tous les prisonniers d'opinion pour lesquels nous nous sommes battus, nous a confié que ses actions publiques menées par les gouvernements et les parlements l'avaient maintenu en vie. Elle lui a montré qu'elle n'était pas oubliée. Au-delà de ces cas individuels, la disposition relative aux prisonniers d'opinion est essentielle pour la collecte des données et la dissuasion. Le rapport consulaire annuel d'Affaires mondiales Canada ne fait aucune mention des détentions arbitraires et des prises d'otages. Un prisonnier d'opinion est mis dans le même sac qu'un meurtrier, ce qui devient assimiler les crimes commis contre les Canadiens par des États étrangers aux crimes commis par des Canadiens dans des États étrangers. S'il existait des indicateurs clairs concernant les détentions des prisonniers d'opinion, cela éclairerait les décisions de voyage des Canadiens et ça préviendrait peut-être même les affaires consulaires parce que moins de gens se rendraient dans les destinations où il y a davantage de prisonniers d'opinion. Merci. Et là, nous devons conclure. Alors, commençons la période des questions avec M. Bezan. Vous avez 6 minutes. Merci. Je vais partager mon temps avec M. Chong. Alors, merci beaucoup, M. Silver. Veuillez vous assurer de partager nos meilleurs sentiments avec le professeur. Il fait du travail exceptionnel sur l'extension et ce sera toujours immortalisé au Parlement et nous reconnaissons son dur travail quant à la défense des droits de la personne. Il est une inspiration pour chacun d'entre nous. Je suis heureux que vous ayez parlé de l'importance sur le fait de mettre en lumière les prisonniers d'opinion ou les défenseurs des droits de la personne, comme le ministère aime les appeler. Pourriez-vous parler de ce qui se parle au niveau de la diplomatie des prisonniers, notamment en Chine et avec les autres? Pourquoi est-ce qu'il est important de continuer d'avoir ces rapports pour assurer que ces crimes soient arrêtés? Merci beaucoup pour ça. Il s'agit d'une question pertinente. La montée rapide des otages et de la détention arbitraire pourrait mener à une reconsidération des façons de se pencher sur le sujet. Donc, ayant moi-même travaillé sur de tels cas et avec les gens aux affaires consulaires pour la mise en place d'une section sur les otages. Alors, j'aurais 3 suggestions d'amendements qui pourraient aider à refléter cela. Donc, à établir un mandat quant aux prisonniers d'opinion. Ils doivent être inclus dans les avertissements de voyage d'Affaires mondiales Canada. Donc, à l'heure actuelle, si l'on prend l'exemple de Jimmy Lai, un avertissement de voyage avait été fait pour Hong Kong. Pour ce qui est de l'application arbitraire des lois locales, donc, ça devrait être pris en considération pour le tourisme. Il faudrait trouver une façon potentielle de protéger les Canadiens à l'étranger. Ça permettrait d'alléger le fardeau sur Affaires mondiales Canada également. B. Que la détention arbitraire et la torture des prisonniers arbitraires d'opinion en général et des Canadiens en particulier soient ajoutées en tant qu'infraction sanctionnable à part entière. Donc, il s'agit d'ajouts essentiels. Si l'on ajoute des articles à la loi Magnitsky qui porteraient sur les prisonniers d'opinion, de cette façon, en réalité, ça pourrait être très utile pour les Canadiens. Troisièmement, un élément qui provient du projet de loi de 2010, c'est 544. Ça permet de modifier la divulgation publique. Ça pourrait relever de la famille, mais pas de façon discrétionnaire. Donc, en vertu de l'article 19 et 20 de ce projet de loi, eh bien, il pourrait y avoir un autre droit qui permettrait aux membres d'une famille de demander l'action du gouvernement du Canada.
Donc, nous suggérons que les exigences publiques soient non seulement appuyées, mais que l'on puisse donner le droit aux familles de faire une telle demande. Merci pour les recommandations. Je donne le reste de mon temps à M. Chung. Combien de temps? 2 minutes 20. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais me concentrer sur les dispositions du projet de loi qui portent sur la loi sur la radiodiffusion. Le gouvernement a retiré RT des ondes au Canada en 2021 par un décret du cabinet en vertu de l'article 15 de la loi sur la radiodiffusion. CJTN continue d'être sur les ondes. Alors, d'autres entités ont retiré ces radiodiffuseurs des ondes puisqu'il avait été déterminé que les éditoriaux provenaient de la Chine, en fait. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple d'autres démocraties qui ont retiré CGTN ou RT de leurs ondes et comment l'ont-ils fait? Je pourrais vous revenir avec cette information. J'aimerais faire un commentaire. Il y a un lien très clair entre l'objet de ce projet de loi et la répression transnationale. Il y a des éléments dans le projet de loi qui sont là pour empêcher les entités étrangères de faire de l'ingérence étrangère, notamment par la radiodiffusion. Je comprends. En fait, ce serait utile si vous pouviez envoyer ces renseignements au comité pour modifier cette section du projet de loi. Ofcom a également demandé une confession de Simon Chang, qui travaillait au consulat du Royaume-Uni à Hong Kong. Il y a eu de graves violations des droits de la personne, mais également de graves violations du Code d'octroi de permis. Donc, il est important de reconnaître que ces régimes ont fait des choses très graves, notamment en provenance de la Chine. Merci, M. Chung. Passons maintenant à M. Sari. Vous avez 6 minutes. Président, merci beaucoup, M. Silver. Puis ça tombe vraiment que ce soit ma première question que je pose au sein de ce comité. Puis, oui, exactement. Puis j'irai dans le sens où le Canada, quand même, est reconnu de manière, je dirais, internationale, ou plutôt au niveau international, d'avoir des positions bien claires sur les questions de violations graves et des droits de la personne. Pour le projet de loi C-219, qui vient avec plusieurs éléments, à votre avis, si vous pouvez vraiment vulgariser le plus possible pour les gens qui nous écoutent, quel serait son apport le plus important par rapport à, je dirais, pour renforcer la position du Canada dans ce sens? Merci pour cette question importante. Et je pense que les éléments de la législation qui se ciblent les prisonniers de conscience, qui donnent plus d'outils au gouvernement pour implémenter des sanctions, ce n'est pas juste une question de donner plus de pouvoir, plus d'outils au gouvernement, c'est aussi partager un message au monde, aux victimes et aux les violateurs des droits de la personne, que Canada s'engage et que le politique étranger, le gouvernement canadien, est raciné dans les droits de la personne. Alors, ce n'est pas juste une question de processus, mais une question de communication aussi. Et le message que cette législation se donne est clair et important à cet égard. Mais dans les changements qui sont proposés pour les gens, encore une fois, qui nous écoutent, si on veut parler d'un impact concret, tangible, quels seraient vraiment pour vous ces impacts qui sont les plus concrets et plus tangibles, qui pourraient vraiment amener cette perception dont vous avez parlé? Oui, merci beaucoup. Si je dois choisir à premier égard, c'est le changement des critères pour l'implémentation des sanctions pour inclure la répression transnationale et de créer une définition à cet égard. Deuxièmement, la définition d'un prisonnier de conscience, c'est le demande que le gouvernement fait des reportages sur ça et l'engagement avec des familles.
Comme je l'avais dit dans mes introductions, mes commentaires d'introduction, c'est maintenant les familles, le public n'avaient pas d'accès à cette information. Et la diffusion publique de cette information pouvait aider même les Canadiens à prendre les meilleures décisions quand ils font leur voyage ou de récréation ou d'affaires quand même. Et aussi, ça donne un message à des gouvernements qui prennent des Canadiens otages, qui prennent des prisonniers de conscience, que ces actions ont des conséquences. It gives the Canadian government more leverage. Basically, c'est ce qui donne au gouvernement du Canada un peu plus de pouvoir. Parce que ça protège les Canadiens, ça les informe, mais ça a également un effet de dissuasion sur les autres pays et ça leur demande une reddition de comptes. Plusieurs personnes se préoccupent de leurs préoccupations à l'étranger. C'est important pour les transactions d'affaires et ça pourrait encourager les changements de comportement au-delà des sanctions. Généralement, on utilise toujours le terme en bon québécois qu'il aille un peu plus de mordant, un peu plus renforcé. Est-ce que vous pensez qu'il va assez loin? Est-ce que c'est assez correct et assez complet ou il y a d'autres éléments qu'on doit ajouter pour qu'il y ait plus de mordant, pour qu'il soit plus renforcé? Merci. J'avais quelques suggestions d'amendements. Je pense que dans à quelques égards, c'est une question aussi d'interprétation et si on a des définitions plus claires, comme à égard de les sanctions contre les membres du famille de quelqu'un qui est sanctionné, ça pouvait nous aider. Alors, je veux réitérer notre position qu'un membre du famille immédiate doit aller plus loin que des membres de famille dépendantes, comme nos alliés ont fait. Et on a beaucoup de décisions des cours. On ne doit pas avoir de peur que ça va rentrer en litige. C'était déjà litigé en États-Unis, en l'Union européenne et notre tribunal en Canada, se voir les décisions des pays tiers, de démocratie tiers. We have a corpus of global case law that can inform the... Donc, nous avons plusieurs jurisprudences qui permettent de donner des exemples de définition de membres de la famille. C'est ce qui nous permet également de définir notre propre souveraineté par rapport à cette corruption. Je tiens également à souligner le droit des familles. Je crois que c'est incroyablement important. Il faut adopter une approche centrée sur la victime. C'est pertinent pour les otages, les membres de la famille. Le lien entre tous ces cas, c'est qu'ils veulent qu'il y ait une plus grande action publique, une plus grande capacité de communiquer avec le gouvernement également. Et ils veulent des protections qui sont intégrées à la législation pour y arriver. Et je crois que ce serait bien accueilli. On n'aime pas, c'est d'avoir vraiment aussi des projets de loi ou des lois symboliques. Pensez-vous qu'on manquait plus de législation, on manquait de volonté pour que ce soit vraiment plus appliqué, ce genre de situation? C'est plus le manquement qui était plus législatif ou la volonté du gouvernement? Je pense que c'est une d'action efficace, besoin les deux. Le plus d'outils qu'on se donne, le plus on peut s'engager, le gouvernement, d'agir en plus. I think the rhetorical value of legislation. Donc, la valeur rhétorique de cette législation crée un contexte qui pourrait stimuler une action. Avoir accès aux outils appropriés et qui sont un peu plus pointus d'un aspect procédural permettrait d'aller au-delà de la rhétorique. Elle est importante et je crois que certains aspects symboliques qu'on y retrouve sont également importants. Par contre, ça va au-delà du symbolisme. On parle du seuil d'activation des mesures également, notamment pour ce qui a trait aux prisonniers d'opinion. Il y a également des ajouts procéduraux dans ce projet de loi qui stimuleraient l'action, mais qui encourageraient également un mouvement discrétionnaire auquel vous avez fait allusion. Monsieur Duceppe, vous avez 6 minutes. Sylvain, rebonjour. On va vous donner une carte chouchou du comité. Vous êtes souvent avec nous. Je pense que là, votre expertise pour C219 est évidente.
avec le travail que votre organisation fait, bien entendu. J'aimerais ça aller sur certains trucs spécifiques, peut-être des questions plus larges à la fin. J'ai parlé un peu plus tôt avec les officiels, les représentants du ministère. Le projet de loi, donc, est mis sur un rapport annuel où il y aurait divulgation pour donner de la visibilité aux prisonniers de conscience, aux prisonniers politiques. Mais, et selon votre expérience, encore une fois, est-ce que la divulgation d'informations sur les prisonniers, est-ce que ça ne peut pas exposer leur famille à des dangers, justement? C'est toujours une question dans chaque cas de faire une décision de diffusion d'informations qui va aider le cas et pas l'endommager. We're seeing a greater instance of transnational repression against family members. Il y a donc davantage de répression transnationale envers les membres de la famille. Alors, que ce soit un conseil ou un membre de la famille qui soit ciblé, bien, c'est une tendance importante. Ultimement, la libération et la divulgation d'informations fournit une couverture de protection, en fait, et donc ce serait aux familles de décider si cette information devrait être rendue publique. On y ajoute actuellement les mesures de protection nécessaires. Donc, lorsque la ministre croit que ça pourrait créer des problèmes, ces renseignements ne seraient pas partagés. De plus, plus de rapports pourraient être une solution. Donc, cette pression est critique pour le régime et c'est ce qui démontre que ça leur coûterait plus de le faire. Plusieurs efforts sur différents cas, justement, publiquement, avec souvent des conférences de presse où tous les partis reconnus en Chambre se mettaient ensemble pour appuyer un cas bien précis. On pense à Vladimir Kara-Murza, mais on pense aussi, on parlait de Raif Badawi, on parle, à Jimmy Lai, etc., etc. Ceci dit, dans le texte, justement, moi, c'est mon grand questionnement et sincèrement, c'est à ça que ça sert les audiences qu'on a présentement. Je suis ni en faveur de une ou de l'autre des options, mais dans le texte présentement, ce qu'on a, c'est que ça laisse à la ministre ou au ministre la décision de divulguer ou non des informations, alors que certaines personnes, et moi-même, je me questionne, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt recommander un modèle qui serait basé sur le consentement préalable des familles avant que la ministre n'ait son mot à dire? Est-ce que ce ne serait pas aux familles de décider si oui ou non il y a matière à publier ou non ces informations-là? Et ça ne se retrouve pas présentement dans ces 219. Je me demandais si ça valait la peine de l'ajouter comme amendement ou pas. Premièrement, merci pour votre engagement pour tous ces prisonniers de conscience partout dans le monde et votre contribution à ces cas où les prisonniers étaient libérés ou leurs conditions étaient améliorées. Comme j'avais fait référence dans mes interventions au début, je pense que les pensées des victimes, the perspective of those. Donc, les perspectives de ces victimes qui sont emprisonnées à l'étranger et de leurs familles, eh bien, c'est ce qui devrait stimuler une approche axée sur les victimes. C'est ce qui serait le plus approprié. Donc, ça permettrait de changer le fardeau par rapport à ce que la ministre croit qui devrait être fait ou non. Donc, si la famille veut que des renseignements soient publics, veut qu'il y ait une interaction du gouvernement, eh bien, ça devrait être utilisé par défaut. Et il devrait être en mesure de demander une action gouvernementale. Je crois que ça aurait pu permettre à des Canadiens de revenir à la maison encore plus vite si on avait parlé plus tôt. Je pense qu'il me reste une bonne minute facile, là. Je vais aller un peu plus large, justement. Vous avez fait référence à des juridictions à l'international qui font les choses différemment. En quoi C-219 nous rapprocherait peut-être d'une loi qui nous rapprocherait peut-être de ce qui se fait de mieux à l'international présentement? Ou de pire, mais j'ai l'impression que ça nous rapprocherait de ce qui se fait de mieux peut-être. Je suis fier que le Parlement canadien, le gouvernement canadien, dans une manière multipartite, on ne suit pas nos alliés
we lead. I found that in Vladimir Kara-Murza's case, Dans le cas de David Kara-Murza, tout le monde a emboîté le pas au Canada. On a été le premier à imposer des sanctions pour les détentions arbitraires. On a donné une citoyenneté honoraire également. Donc oui, nos alliés font des choses et on peut les inclure dans nos lois, comme la définition de famille immédiate. Mais on peut aller plus loin encore. C'est l'occasion pour le Canada d'être chef de file dans les sanctions Magnitsky. C'est une contribution importante du Canada. Et certains ont proposé des amendements pour qu'on inclue les prisonniers d'opinion. Il doit y avoir un seuil qui fasse qu'à un moment donné, on impose des sanctions. Vous savez qu'il y a de plus en plus de prises d'otages à l'échelle internationale et le Canada est chef de file en la matière. Et les exigences de rapport public sont essentielles. Il y a d'autres pays qui tirent bien leur épingle du jeu. Aux États-Unis, c'est fait de façon bipartisane. À cet égard, il y a eu beaucoup de décrets exécutifs, mais le Canada est plus ou moins chef de file en la matière. Vous avez 3 minutes. Merci, Monsieur Silver, d'être ici parmi nous à nouveau. Je sais qu'il y a un bon régime de sanctions au Canada, mais d'après vous, est-ce que le régime est efficace pour la répression transnationale et est-ce qu'on est vulnérable à cet égard? Désolé, pouvez-vous répéter la question? Croyez-vous au régime de sanctions du Canada? Est-ce qu'il est assez efficace et y a-t-il des vulnérabilités dans ce régime? Bon, il y a la question de l'application des sanctions actuelles canadiennes et des lois y afférentes. Naturellement, par habitant, on est leader dans la mise en œuvre des sanctions. Mais dans le projet de loi, justement, on va pouvoir colmater les brèches du système. Il y a beaucoup de sanctions individuelles et souvent, on utilise les membres de la famille. Mais si on inclut la famille immédiate et plus encore, on pourra justement colmater ces brèches dans la loi. Surtout pour la répression transnationale. En fait, il y a des actes, des gestes qui ne sont pas couverts aujourd'hui par la loi. Il faut qu'on soit bien outillé pour que le gouvernement puisse réagir. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de renforcer le régime de sanctions et de le mettre en œuvre, ce régime? Réponse. On n'en a pas parlé au début, mais je voudrais maintenant vous signaler qu'une partie du projet de loi 219 exige que le gouvernement réagisse aux demandes de sanctions du comité. Ça, c'est un élément important comportant de la transparence. C'est un peu comme la loi Magnitsky. À l'heure actuelle, les parlementaires peuvent adopter une motion pour abroger des sanctions, mais pas pour en imposer. Donc, c'est une petite irrégularité. Et ce projet de loi corrigera les choses. Et les parlementaires peuvent amener le gouvernement à agir. Et ce n'est pas un fardeau indu pour le gouvernement. On parle d'adopter des lois créatives qu'on pourrait mettre au feuilleton. Ce qu'on veut, c'est que tout soit fait de façon transparente et démocratique. Merci. Merci infiniment. Député Clark, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Silver, merci d'être ici aujourd'hui. Votre organisation a une expertise dans le domaine plus de 10 ans, donc félicitations pour ce travail. Pendant la dernière heure, on a un peu parlé des prisonniers d'opinion, de conscience, comme on dit,
dont on parle dans le 219. On a également parlé des défenseurs des droits de la personne et que ces défenseurs ou cette définition pourrait inclure des personnes qui aujourd'hui sont exclues de la loi. Que pensez-vous de cette terminologie et quelle terminologie on doit retenir pour être plus efficace? La réponse, merci pour les compliments et les bonnes questions. Ce que je peux vous dire, c'est que concernant les défenseurs des droits de la personne versus prisonniers d'opinion, tous les défenseurs des droits de la personne sont souvent détenus de façon arbitraire. Mais ce ne sont pas tous les prisonniers d'opinion qui sont des défendeurs de droits de la personne. Donc, je prends pour acquis que la définition de prisonnier d'opinion pourrait être plus large pour respecter l'esprit du projet de loi et la politique canadienne en matière de droits de la personne. Je vais donner un exemple d'un cas où la personne serait exclue de la définition. Une personne, par exemple, qui est membre du Baha'i, comme en Iran, ils sont persécutés, détenus au Yémen, par exemple, et eux se considèrent comme des prisonniers d'opinion, mais ne font pas d'activité de défense des droits de la personne. Eux seraient exclus. Au Canada, on veut protéger les groupes LGBTQ+. Il y a 3 jours, justement, un groupe de personnes LGBT ont été emprisonnées en Russie. Ces personnes seraient exclues si on avait simplement une définition de défense des droits de la personne. Les gens sont souvent détenus en raison de leur personnalité. Et les prisonniers d'opinion ne tomberaient pas sous le coup d'une telle définition large de défendeurs des droits de la personne. Moi, je voudrais aussi parler de la répression transnationale. On le voit de plus en plus au cours des dernières années. Bon, est-ce que ce qu'on présente, nous, c'est semblable à ce qui se fait dans d'autres pays alliés? C'est un domaine tout nouveau qui nous préoccupe de plus en plus. Naturellement, le régime de sanctions, eh bien, le Canada, une fois de plus, est chef de file. On espère que le gouvernement pourra réagir plus vite dans ces cas-là. Il y a eu cette rencontre importante du G7 et la déclaration qui a été inspirée de ce que voulait le Canada. C'est le Canada qui a assuré la présidence. Et il y a eu une opinion du Canada sur les Juifs, le président de notre centre et d'autres personnes. Quand on aura adopté ce projet de loi, il faudrait coordonner les efforts avec les pays alliés. Et c'est important de le dire, c'est dans le projet de loi. Il faut travailler avec nos alliés, comme par exemple avec l'OTAN, de façon proactive d'ailleurs. Et ça pourrait nous permettre de contrôler TNR. Nous, dans le G7, on a ces concepts de coordination des sanctions. Monsieur Silver, après ça, si vous avez des commentaires que vous voulez rajouter en utilisant le temps qui nous reste, vous aurez tout le loisir de le faire. Présentement, vous fonctionnez d'une façon lorsqu'il est le temps de représenter un ou une prisonnière politique ou de conscience. Lorsque C-219 sera adopté, s'il est adopté comme on le souhaite, qu'est-ce que ça va changer dans votre travail à vous en termes de représentation de ces gens-là, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau légal, donc de votre part? Thank you for that. It really... Merci pour la question. Honnêtement, ça peut changer la perception du public concernant les détentions arbitraires, que ce soit des prisonniers d'opinion à l'échelle mondiale ou des Canadiens. On aura plus de transparence et on peut en profiter pour améliorer les conditions de détention ou même faire libérer les détenus.
les prisonniers d'opinion méritent une bonne définition et ça doit être lié aux sanctions. S'il y a ce genre d'emprisonnement, on peut imposer des sanctions. Et on pourrait faire rapport, comme on l'a suggéré. Naturellement, on parle de principes démocratiques de transparence. On pourrait utiliser cela pour représenter ces individus. La liberté d'un autre peut avoir un impact positif sur d'autres. Il y a Jimmy Lai et Vladimir Kara-Murza qui étaient dans l'eau bouillante. Pays amis qui voudraient atteindre les mêmes objectifs qu'on atteindrait avec C-219. Yes, very much so. Again, Canada's played C'est tout à fait vrai. Le Canada a joué un rôle de chef de file, donc on a l'occasion de le faire à nouveau. C'est encourageant de voir les travaux du comité, que ce soit sur d'autres moutures de la loi Magnitsky, les amendements après. On veut contrer la détention arbitraire. Il y a des problèmes d'unanimité face à ce phénomène. La loi Magnitsky a été adoptée à majorité en 2017. Il a reçu une citoyenneté honoraire. Dans le cas de Mr. Murza, ça a été un peu la même chose. Donc, ce sont des questions qui unissent les Canadiens et Canadiennes. Et c'est très gratifiant de voir les organisations de la société civile qui constatent ce qui a été fait. Le C-219, ça va une fois de plus nous réunir pour défendre la justice et les droits de la personne.